Bonjour à tous, donc je suis Xavier Aimé, je suis chercheur en informatique médicale. Donc voilà, par rapport à au programme de la journée, je représente pour certains le côté un peu obscur de la force. Alors ce qui est terrible quand on intervient comme ça à cette étape, c'est qu'il y a déjà pas mal de questions de poser et là-dessus vous avez bien contribué. Ouais. On peut essayer d'y répondre. Mais déjà une première réflexion, ça fait quelques années que je travaille dans le domaine de la santé mentale en informatique. Donc moi, mon travail vise en fait à modéliser. Donc tout à l'heure on parlait de modèles in vivo et des problèmes que l'on pouvait avoir avec les modèles in vivo. On essaie nous plutôt d'avoir des modèles in silico et modéliser les pathologies mentales. Donc moi je suis plutôt dans le domaine de la mémoire et de la démence. Et puis je me suis assez intéressé aux approches systémiques, et puis je dirais comme effet de bord en effet à l'inclusion petit à petit des nouvelles technologies dans le monde de la santé mentale. Pour avoir participé à quelques congrès français de psychiatrie, c'est assez marrant de voir cette courbe d'ailleurs que l'on voit dans beaucoup de nouvelles technologies. Alors, une fois, il y a un psychiatre qui m'a dit ça ressemble vachement à la courbe de l'amour. C'est-à-dire qu'on a un grand pic, là, ça y est, l'euphorie, c'est super, c'est magnifique, on fait tout. Et après, une belle courbe de désenchantement. Et à la fin, on arrive à un plateau et commence une très longue durée. J'avoue qu'en termes de nouvelles technologies en psychiatrie, on a passé la courbe de passion, de folie, de coups de foudre assez violent pour certains, dans les années 2014-2016. Là, on a quand même une lente décroissance et avec un léger désamour. Et je pense que d'ici 3-4 ans, on pourra enfin travailler. On arrivera sur ce plateau où tout le monde se sera posé. Et j'en discutais encore il y a peu avec le directeur de l'école de chirurgie de l'hôpital de Nantes. Il disait, mais l'arrivée de l'intelligence artificielle dans une salle d'opération, vous n'avez pas idée de la révolution que vous mettez, il ne faut pas dire du bazar que vous mettez. Il y a une véritable scission de toute façon entre ceux qui se disent c'est magnifique, donc là, ça y est, coup de foudre, il y a un robot qui va pouvoir opérer à ma place, super, et du coup, moi, je vais pouvoir me concentrer sur des tâches peut-être un peu moins matérielles et plus sur le patient. Et puis, il y a ceux qui disent non, mais moi, il est hors de question que je touche à ça, de toute façon, mon métier, c'est d'être chirurgien, c'est d'opérer, et je ne vais pas laisser ça à une machine. Et on a tendance un peu à voir ça dans les différentes spécialités médicales sur lesquelles je travaille, en psychiatrie ou autre. Et je pense il y a un moment où il va falloir se poser, se raisonner et envisager les choses avec un petit peu de recul, la vérité n'étant pas ni dans tout l'un ni dans tout l'autre. Et on va bien voir ce que l'avenir nous réserve. Alors, moi, je vais vous dresser une sorte de petit bilan, en fait, justement de cet emballement qu'on a pu avoir, notamment dans le milieu de la psychiatrie, ce qui m'a valu un certain nombre d'interventions dans les années 2015-2016. Il reste encore aujourd'hui quelques technos euphoriques, il y a aussi des technos très pessimistes. Moi, j'essaye de prendre un petit peu de recul dans tout ça. Et puis, de vous montrer un peu l'existence, faire une petite part d'historique, vous montrer aussi comment les choses ont pu évoluer depuis ces 3-4 dernières années, et dresser une sorte de guide de bonne pratique, d'ailleurs qui a été repris et diffusé par Psycom lors des journées de santé mentale et numérique, que je trouve d'ailleurs très, 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 très bien fait. Voilà, on va essayer de faire un petit peu de pédagogie, parce que vous, en tant que praticien, vous êtes utilisateur, vous avez également un rôle de prescripteur, vous avez un rôle aussi d'éducation auprès du patient, parce que ce sont quand même des choses qui sont aujourd'hui accessible à tout à chacun, et votre rôle aussi peut être d'éviter que le remède soit pire que le mal. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a ça quasiment un an, le ministère de la Santé a établi donc sa feuille de route santé mentale et psychiatrie, dans lequel on a quand même 2 axes non négligeables, 2 actions, la 7 et la 10, qui visent donc à promouvoir la santé mentale 3.0. Alors, autrefois, c'était bien de dire 2.0, on est passé à 3.0, bientôt 4.0, on ne sait pas trop ce qu'a derrière les chiffres, mais ça versionne à fond. Et puis, mobiliser les ressources en télémédecine. Alors, c'est peut-être un petit peu dommage, d'ailleurs, d'avoir séparé les actions de cette manière-là, et puis il y a beaucoup de jolis mots derrière, sans pour autant que ce soit bien explicité, et chacun l'adapte à sa sauce. Donc, je pense que ça reste très grandement affiné, peut-être par manque de culture. Bon, ce serait un autre débat. Alors,
Si on regarde un petit peu la presse, évidemment, il n'y a pas que les scientifiques qui s'en emparent. La presse, je dirais, classique, grand public, évidemment, s'inquiète aussi de cela. Donc, dernièrement date, le Parisien, c'est au mois de mai dernier, le 13 mai, nous avons lu quand même 2 articles magnifiques sur les addictions. Est-ce que l'e-santé, donc toutes les nouvelles technologies, pouvaient nous sauver des addictions? Et là, on a des discours très très enthousiastes. Donc, 90% des Français qui ont un smartphone qui s'en séparent jamais à moins d'1,50 m. C'est vrai, le mien est à 10 cm. Grâce à ce petit écran, les personnes addictes pourront évaluer leur niveau de dépendance sur les applications, obtenir un suivi avec un psychologue en ligne, accéder à des forums d'entraide, démarrer une consultation par vidéo, partager leur dossier médical avec spécialistes. C'est très enthousiasmant, tout cela existe en effet. Est-ce que c'est utilisé, est-ce que c'est validé? C'est autant de questions que l'on va se poser. Alors à côté de ça, il y a les technos nettement moins euphoriques qui disent application d'aide psychologique alternative à la thérapie ou gadget. Les deux existent très largement et pas du tout dans les mêmes proportions. On avait la tribune déjà en 2014, des applications mobiles santé, les pièges à éviter, donc il y avait quand même déjà cette notion un peu de sensibilisation. Donc, il recensait à l'époque 80% de ces nombreuses applications, donc 100 000 dans le monde, ne sont pas recommandées par DMD Santé. On sent qu'il y a un petit peu, une petite industrie derrière. Bon, c'est une des rares, ils sont que 2 en France à distribuer des labels de qualité pour les applications de santé. Ça aussi, on évoquera. Et puis, il n'y a pas très longtemps, 18 mars, là, c'était dans 20 minutes. Donc, c'est un article que je trouvais quand même pas mal écrit, dans lequel Xavier Briffaut est intervenu, d'ailleurs, qui fait partie aussi des personnes qui interviennent beaucoup sur le sujet, et qui relate que, elles pullulent, mais ne sont pas toutes fiables, et ça, on va le voir tout à l'heure, justement, sur les moyens de fiabilité. Et donc la grande question, c'est ça. En fin de compte, quand on se trouve face à la psychiatrie, ou de la e-psychiatrie, ou de la e-santé appliquée à la psychiatrie, est-ce qu'on est du côté d'ange ou du côté du démon? C'est une grande question, je n'ai pas la réponse, ça va être à chacun de la faire. En tout cas, je vais tenter de vous donner des éléments pour y parvenir. Alors, j'aime bien quand on commence à parler de ça, c'est d'être d'accord moins sur la définition, parce que aujourd'hui, il y a de multiples définitions qui circulent, alors on va essayer au moins de tabler sur celle-ci. Donc, la M-Santé sont tous les services touchant de près ou de loin à la santé disponibles en permanence, temps et lieu, via un appareil mobile connecté à un réseau. Donc, la M-Santé, c'est ni plus ni moins que de l'e-santé accessible avec un téléphone mobile ou une tablette. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver dans cette caverne d'Ali Baba? On va y trouver des guides thérapeutiques, des scores médicaux, l'analyse de données, des cotations d'actes médicaux, des aides de premier secours, des fiches pratiques, des applications de bien-être, ça il y en a pléthore, un petit peu d'applications de prévention, de la mise en relation avec un panel d'experts, avec une communauté de patients, réseaux sociaux, pouvoir scanner un produit, un médicament, avoir des informations dessus, et j'en passe. Alors, quelques chiffres qui datent de 2019. 41 millions d'utilisateurs de smartphones en France, donc 43% avec des applications de santé, ce qui montre quand même une répartition pas négligeable dans la population. 66% des Français pensent que les outils digitaux vont permettre d'améliorer le parcours de soins. Et ceci dit, l'État, je pense qu'il y incite aujourd'hui et le pense également. 89% des établissements de santé considèrent l'innovation digitale comme une priorité stratégique, c'est le cas du CHU de Nantes. Et là-dessus, on peut aussi également vraiment s'en féliciter de par toutes les multiples actions qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui. En 2017, on avait 78 000 nouvelles applications de santé. En 2018, on compte un total de 325 000 applications mobiles en santé dans le monde, donc un doublement en 2 ans, dont plus de 10 000 relatives à la santé mentale. Et comme on verra, la santé mentale couvre un champ très très large, et malheureusement entre guillemets, c'est que le bien-être est aussi grandement présenté là-dedans. 74% des spécialistes de santé ne savent pas comment conseiller et orienter sur la e-santé des personnes et leurs proches. Et ça, c'est quand même un chiffre qui est très très loin d'être négligeable. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a une part d'éducation, qu'il y a une part de formation, qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir des industriels, on peut avoir des étudiants qui ont des tas de très bonnes idées, sauf qu'ils n'ont jamais vu un patient, ils n'ont jamais vu un praticien, mais ils mettent ça sur Google Play, c'est quasiment gratuit, très facile à faire. Ça va tenir 3 semaines, 1 mois. Il y a des patients qui là-dessus, ils voient ça. Pour peu que ça apparaisse dans les premiers résultats, ils utilisent.
voilà, il n'y a personne forcément pour les conseiller, pas forcément les parents. Enfin, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, ça peut être quand même assez catastrophique. En Europe, il y a seulement 10 pays qui déclarent mettre en place un système d'évaluation de la qualité, la sécurité et la fiabilité des dispositifs d'e-santé. Et là aussi, on peut dire qu'on a quand même une grosse marge de manœuvre. Alors, petit historique quand même sur l'incursion dite des nouvelles technologies, du moins les technologies de l'information et de la communication dans le milieu de la santé mentale. En 1996, il y avait déjà une première étude auprès de patients qui montrait que, en gros, un patient, ça ne le gênait pas trop de parler à un robot plutôt qu'à un praticien. Je trouvais même ça un peu plutôt sympa parce que c'était dépersonnalisé, il savait qu'il n'était pas jugé, c'était disponible H24. Donc voilà, il y avait un certain nombre de critères qui laissaient penser qu'on pouvait aller dans cette direction, que ça pouvait être prometteur. Et en 2014, il y a un sondage, 70% des patients atteints de troubles mentaux qui se disent prêts à utiliser une application mobile pour suivre quotidiennement leur état. Chiffre quand même assez intéressant. Alors dans les années 66, aujourd'hui quand on parle d'agents conversationnels, les chatbots, tout le monde connaît, ça paraît presque courant. Pour autant, voilà, on est très très loin d'un véritable agent conversationnel capable de comprendre les subtilités et de répondre correctement. Si vous connaissez, il y a une entreprise nantaise qui s'appelle GetVise, qui fabrique justement des chatbots, alors plutôt dans le domaine du e-commerce. Quand on est un individu devant son clavier, devant son écran, on a l'impression de parler à un agent conversationnel, sauf qu'en fait, la partie automatique, elle est en gros sur les 5 à 10 premières questions, et après c'est basculé sur un agent humain. On ne sait strictement rien, pour nous c'est juste en fait les premières informations utiles justement pour orienter sur le bon expert, elles sont collectées de manière automatique, et après c'est balancé par un humain. Et c'est pour eux leur manière aussi de compenser la faiblesse aujourd'hui encore de la technologie. Alors en 66, ils avaient quand même repéré on va dire une sorte de conversation type qu'on pouvait avoir avec des patients. Donc ça a été le premier agent conversationnel en psychiatrie, le premier psychiatre automatique. C'était pas très évolué, mais il n'empêche que pour l'époque, mais ça c'est, je dirais, c'est un dada d'informaticien, ça tenait sur 15 kilooctets, c'est une petite disquette. Je ne vous dis pas le nombre de disquettes qu'il faut aujourd'hui pour faire un agent conversationnel qui tienne la route. Mais bon, voilà, c'était en anglais, c'était rudimentaire, mais ça fonctionnait, comme ça pouvait. En 72, 6 années après, on est passé à Paris. Donc là, pour le coup, c'était plus le praticien qui était automatique, mais c'était le patient. On a fabriqué un patient qui, voilà, c'était vraiment pour la formation auprès des praticiens. Et puis, il y a quelques informaticiens qui se sont dit, puisqu'on est un patient automatique, puis on a un praticien automatique, on va les faire causer. Puis aujourd'hui, ils causent toujours. Enfin, ils se balancent. C'est toujours un peu les mêmes histoires, vu que c'est pas apprenant, mais bon. Mais pareil, ça fonctionnait. Mais c'était très, très rudimentaire. Alors, dans les années qui ont suivi, on s'est dit, c'est quand même intéressant, parce qu'on est en train de faire des classifications. Ça veut dire qu'on a des séries de symptômes. Potentiellement, on prend un patient, on va cocher les cases, je schématise très grandement, mais en fonction du nombre de cases cochées, on va pouvoir peut-être donner un pseudo-diagnostic. Alors les systèmes experts, il y a eu la grande mode des systèmes experts, il ne faut plus trop en parler, mais ça va revenir. Et donc de 78 à 90, notamment fondé sur le DSM, on a eu des choses pareilles qui ont été assez intéressantes, mais on va dire quand même relativement rudimentaires. Mais ça rentrait dans les hôpitaux, ça sortait quand même un petit peu des laboratoires. Et puis, alors je vous passe toutes les étapes intermédiaires. 2011, c'est-à-dire 20 ans après, voilà, les derniers systèmes experts qui ont, dans la courbe de désamour, qui sont tombés très 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 bas, et maintenant ça y revient sur un plateau. On commence à avoir le début, je dirais, de l'intelligence artificielle vraiment de nouvelles technologies assez intéressantes, là avec des agents conversationnels beaucoup plus élaborés qu'Elisa au Paris. Et donc ça a été principalement développé aux États-Unis à destination des vétérans, donc les premiers qui revenaient d'Irak. Alors, je ne sais plus trop s'il est encore actif, celui-là, je suis allé sur le site encore hier. Il marche toujours ? Parce que j'essaie de dialoguer, il est un peu rude, mais c'est un militaire de l'autre côté, j'ai rien contre les militaires, mais c'est assez sympa. On peut dialoguer avec lui, il raconte en fait d'abord un certain nombre de ses souvenirs, et au fur et à mesure de sa conversation, c'est assez engageant, parce qu'il nous amène en fait à raconter les nôtres,
Et puis, il y a un moment, quand il décide que bon, la conversation, voilà, il y a aussi autre chose à faire, il stoppe, il réinvite à revenir, et il y a une espèce de lien qui se crée avec lui. Comportement en effet assez empathique, il invite à montrer des photos, des vidéos, enfin, il pousse véritablement en fait à l'expression et à sortir un certain nombre de choses. Donc on a à la fois un agent conversationnel et un système expert. En 2013, c'est aussi une autre phase dont je parlerai assez rapidement tout à l'heure, on avait évoqué la capture de données. Si vous rajoutez votre agent conversationnel, puis à côté vous avez une petite caméra qui va analyser votre posture et un certain nombre les différentes intonations de votre voix, enfin un certain nombre de paramètres sur les communications non verbales qui peuvent être que vous pouvez ressentir et peut-être moins ressentir d'ailleurs à la fin de la journée. Et ça c'est l'un des avantages de la machine, c'est que quel que soit le jour et quelle que soit l'heure, enfin hormis l'usure, elle est capable d'analyser quand même un certain nombre de données en temps réel. Alors il ne s'agit pas évidemment de prendre la place du praticien, mais beaucoup plus de rajouter un certain nombre d'éléments que vous ne pourriez pas forcément ressentir ou voir ou analyser. Vous vous concentrez sur votre entretien, plus sur la nature du discours, et lui, notamment sur la partie, je dirais, corporelle, va analyser tous ces éléments et donc fournir un complément d'information. Donc ça, c'est une tendance aujourd'hui qui, je dirais, qui a tendance à s'accentuer et qui est, somme toute, assez intéressante. En 2015, donc là, autant les deux premiers sont des systèmes qui sont plus accessibles sur ordinateur ou sur le praticien avec un équipement un peu plus important. En 2015, il y a eu cette belle application qui tourne encore, donc TESS, et où là, on avait véritablement, je dirais, une IA assez poussée sur une analyse conversationnelle et avec la capacité, en effet, comme c'est sur son téléphone portable, de pouvoir se promener avec et répondre à des moments opportuns. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, sur une application de ce type, on a eu un essai clinique, une publication en 2018, et qui montrerait qu'on aurait donc une baisse de 13% pour les dépressions, 18% pour l'anxiété, par l'utilisation de ce dispositif. Hormis le fait qu'il a été relevé comme étant un dispositif de qualité, qu'il y a des psychiatres qui travaillent dessus, le fait qu'on ait une étude clinique aussi mérite d'être relevé parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare. Alors après, bien évidemment, le côté juteux du marché a commencé à apparaître et des établissements, des entreprises comme Pfizer se sont intéressés aussi à développer leurs propres applications. Et on commence à avoir, au-delà du simple dialogue avec le patient, fixer des objectifs, comprendre l'humeur, partager la progression, faire en sorte de rester motivé. Après, avec les inconvénients, c'est que ces données-là partent évidemment pour Pfizer, destinées uniquement au marché américain. Vous pouvez y accéder, sauf que vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous n'êtes pas sur le territoire. Il y a toujours moyen de hacker l'affaire, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis depuis 2016, on a tendance plutôt à redescendre et la quantité d'applications véritablement nouvelles sur les smartphones, on n'a pas trop de choses qui apparaissent. Alors, on va partir sur d'autres technologies, on va voir maintenant sur la réalité virtuelle, sur d'autres, mais vraiment d'autres domaines qu'on n'a pas encore sur le téléphone. Mais très clairement, je dirais, il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil aujourd'hui. Alors, smartphone, est-ce que ça devient une nouvelle brosse à dents du psychiatre ? On a l'habitude, aujourd'hui on entend parler des réseaux de neurones et tout, deep learning, on en fait toute une affaire, oui, ok, très bien, ça a 60 ans. Bon, c'est juste qu'aujourd'hui on a les méthodes pour le faire, on a les machines, la puissance de calcul, mais rien de nouveau vraiment sous le soleil. Alors, pareil, super, on a un smartphone pour accompagner le patient. Oui, d'accord, mais d'autres personnes y ont déjà pensé un peu avant. Ecological Momentary Assessment, ça a quand même commencé un petit peu dans le domaine de l'addiction. Et on discutait avec Benjamin Pitra, qui est addictologue, psychiatre addictologue, et il était à la Salpêtrière. Je discutais de ça avec lui.
et il a fondé sa boîte après. Il constatait qu'en gros, les patients, leur petit carnet, ils rédigeaient ça tous ensemble, ils se passaient le crayon dans la salle d'attente. Donc la vision qu'il avait de son patient, c'était en gros la vision des 5 minutes avant qu'il l'ait. Et ça, il a estimé que c'était quand même pas terrible, à la fois au niveau de l'analyse de son patient, du traitement, du suivi, etc. Et cette on va dire technologie, cette manière de travailler, vise plutôt à dire, on va aller prendre des données en temps réel sur le patient. Alors, en l'occurrence, on va pouvoir utiliser le téléphone portable parce que c'est quand même un moyen qui suit, comme je disais, à moins d'1,50 m, donc une chose qu'on a assez régulièrement. Et puis, ils ont affiné petit à petit les algorithmes, prendre à des moments bien déterminés, soit de manière déclarative ou non déclarative. On peut utiliser des objets connectés aujourd'hui. Un certain nombre d'informations, de façon justement à avoir ce suivi, soit en temps réel, soit en différé lors de la consultation, mais on sait ce qui s'est passé sur le dernier mois, donc potentiellement le nombre de prises de toxiques, les effets ressentis, les efforts qui ont été fournis, etc. Après, même avec des boucles de rétroaction qui peuvent être impliquées. Donc, Ecological, ça va être suivre le sujet dans son écosystème. Momentary, c'est les prises de données en temps réel, pouvoir faire d'ailleurs même des rappels automatiques, pouvoir maintenir, je dirais, l'activité du patient. Et puis Assessment, c'est pouvoir fournir des rapports automatisés aussi bien auprès du sujet, c'est important justement qu'il y ait cette rétroaction, aussi auprès du praticien, et puis un outil quand même qui est très pratique pour faire de l'étude longitudinale et faire de l'analyse de données à n'importe quel moment. Alors la boîte qu'il avait fondée, qui existe toujours, s'appelle Ascensian. Ils ont commencé dans le domaine de la schizophrénie, c'est sur ce sujet-là qu'on s'était rencontrés. Et puis aujourd'hui, il applique ça à l'insomnie, dépression résistante, l'asthme, Parkinson, l'hématite, etc. En fait, cette prise de données en temps réel sur un patient pour pouvoir le suivre dans le cadre notamment de maladies chroniques, c'est une méthode aujourd'hui qui commence à bien faire ses preuves. Je sais que notamment il y a Svensson à l'université de Bordeaux qui travaille énormément sur le sujet et qui est plus que convaincu. Alors, Mindtech a fourni ce petit tableau que je trouve pas mal. C'est justement se dire, ok, j'ai une nouvelle technologie, ça répond à tout, ça fait le café, on est très content. C'est un peu quand même un peu global. Alors, ils ont dressé, on va dire, 4 grandes catégories de problèmes, et puis mis en face les solutions technologiques possibles et les cibles concernées. Alors on peut d'abord en premier temps voir en effet le faible engagement du patient, pas d'adhésion à son traitement, les rendez-vous manqués. Là, en solution technologique, on peut voir l'application, le SMS, la visioconf, thérapie en ligne, etc. Et là, ça peut concerner toutes les pathologies. Ensuite, ils ont mis le temps passé, la consultation, les évaluations qui peuvent être inexactes, problème de diagnostic. Et là, taper sur du machine learning, l'évaluation automatique des émotions, de la cognition, des mouvements, avec en cible plutôt les démences, dépression, autisme et hyperactivité. Prévention de la rechute, optimisation du traitement, maintien de l'indépendance. Donc là, solution technologique plus de l'ordre de la surveillance temps réel, troubles bipolaires, démence. Enfin, efficacité limitée des thérapies non médicamenteuses et propose Serious Game, réalité virtuelle, neuromodulation, les avatars, avec comme cible plutôt syndrome post-traumatique, phobie, démence, dépression, psychose, autisme, hyperactivité. Ça peut être discuté, mais je trouvais que ce tableau était intéressant. Alors, si on regarde aujourd'hui quand même, si on essaye de trouver ce qu'on a sur le marché, quelles sont les caractéristiques communes des différentes solutions, on trouve quand même beaucoup de thérapies cognitives et comportementales, une faute, traite à la fois l'anxiété et les humeurs basses, conçu pour être utilisé par des populations non cliniques, interface personnalisée, reporting sur les pensées, sentiments et comportements, recommandations d'activité, éducation thérapeutique, interaction en temps réel, activité explicitement liée à des problèmes spécifiques, on vise à encourager le sujet, activité non technologique, motivation pour solliciter l'engagement, rappel pour maintenir la motivation et l'engagement, interface et interaction simple et intuitive, enfin, pas toutes, lien vers des services de soutien en cas de crise. Donc, là, la personne qui voudrait s'engager dans ce genre de choses, c'est très très encouragé à avoir au moins ces 15 propositions dedans.
De manière globale, si on devait, je dirais, clusteriser un petit peu les applications, on va dire que voilà, une première catégorie, prise, rappel de rendez-vous, consultation. Un autre cluster, fixer des objectifs et entretenir la motivation. Et puis un dernier, et non moins des moindres, qui serait pour collecter les données et les analyser. Alors, pour cette première partie, prise, rappel de rendez-vous, consultation, on connaît tous les fameux Doctolib et j'en passe, pour lesquels d'ailleurs maintenant les hôpitaux, même la PHP, se met à utiliser ce genre de service et ils disent que le nombre de rendez-vous annulés a soi-disant baissé de manière négligeable, je ne sais plus quel chiffre ils ont donné. Et puis en parallèle, on commence à avoir, et c'est très encouragé justement par la télémédecine et les fameuses actions qu'on a vues tout à l'heure dans le plan, c'est le fait d'avoir des consultations à distance. Alors, au niveau des États-Unis, il y a quelques opérateurs qui maintenant arrivent à faire ça sur l'ensemble des États. Et évidemment, on n'est pas en reste derrière, puisque chez nous, depuis quelques mois, fonctionne maintenant DoctoConsult. Personnellement, je n'ai pas essayé. Alors, accréditation par l'ARS, accord de la CPM et des mutuelles, donc possibilité en plus d'être remboursé, d'avoir derrière aussi une prescription médicale. Il couvre plusieurs sous-champs de la psychiatrie, il couvre également la nutrition, la dictologie. On rejoint un peu tout à l'heure ce que l'on avait sur le pourcentage de patients qui étaient prêts à suivre leur consultation en visioconférence. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu les retours, mais ça peut être en effet un moyen aujourd'hui, quelques avantages, pour les personnes qui peuvent être loin, qui n'auraient pas forcément les moyens de se déplacer, d'avoir accès à ce type de soins. Bon, je crois qu'il va falloir aussi attendre qu'on ait une certaine évaluation peut-être un peu scientifique de l'affaire, mais en tout cas, ça existe et ça se développe. Alors si on regarde justement ce qui pouvait être dit sur la télémédecine, c'est que la présence, c'est toujours très antinomique les chiffres qu'on peut avoir. La présence physique du praticien est préférée pour aborder un sujet intime ou sensible. Mais néanmoins, le sondage qu'on avait tout à l'heure nous donnait pareil une part non négligeable de personnes qui étaient prêtes à utiliser une application pour ce genre de choses. Alors il y a quand même quelques essais, c'est une publication de 2014, pour le coup pas en France, sur la dépression qui a été faite sur la télépsychiatrie. Donc on avait 53% des patients qui ont vu, du groupe visioconférence, qui ont vu une amélioration contre 50% pour le groupe en face à face. Et l'étude dit que la face à face serait plus efficace pour les formes légères de dépression que pour les formes sévères. Et qu'il y aurait par contre une amélioration plus durable pour le groupe visioconférence, donc sur plus de 3 mois, parce qu'on a des patients plus impliqués dans la thérapie, qui se focalisent plus sur les exercices, et les visioconférences, pareil, seraient plus efficaces que le mail, le chat ou le simple téléphone, donc le contact visuel serait quand même important. Mais on a un engagement moindre vis-à-vis du patient, avec 22% d'abandon contre 7% en face à face. D'un côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose sur votre téléphone portable, ce côté un petit peu déshumanisé, je peux cliquer, je peux fermer, ça devient un peu du consommable. C'est des choses, pareil, qui peuvent amener à changer petit à petit le rapport praticien-patient. Alors, on peut avoir aussi un certain nombre, et là je dirais une quantité d'applications assez considérable qui va viser, alors c'est surtout dans le domaine des troubles anxieux, du stress, que l'on peut trouver des applications aujourd'hui, et qui sont quand même assez bien faites, et qui visent à réduire le stress, à réassurer la personne, à pouvoir mesurer son niveau d'anxiété, lui apporter de l'information, la mettre en relation, etc. Donc, dans desquels aujourd'hui, je dirais, dans les deux plus importants, on trouve Mindshift et Pacifica. Sauf que ce qui est assez sympathique, c'est quand on veut... Oui, 3 minutes. Pas 3 minutes. D'accord, ok. 3 minutes. Eh ben... D'accord. Alors, on va la faire rapide. Donc, si je me pointe aujourd'hui sur mon téléphone portable qui est sous Android et que je tape anxiété, on voit que le classement, il est très très bien fait, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et donc, du coup, il y a quelques années de ça, en 2017,
j'avais fait la même chose et j'ai pris juste la première application qui concernait la dépression. Donc, c'était juste une application très très simple. Il y avait un petit questionnaire à remplir, ça donnait le score et ça vous disait en gros vous êtes dépressif, très dépressif, ou au contraire vous allez très très bien. Alors évidemment, l'envoi des données anonymes sur le serveur, c'était quand même assez light. Et ce qui était surtout sympathique, c'était de voir derrière les avis des utilisateurs. Et ce qui est quand même assez effrayant, c'est 12 ans, 48 points, je ne compte pas consulter, j'ai honte. Ou alors j'ai 14 ans et puis maintenant un mois j'ai subi cette dépression, etc. Enfin, vous avez quand même des jeunes qui utilisent ça parce qu'ils veulent savoir à quel niveau. On ne sait pas s'il y a les parents qui sont derrière, etc. Imaginez le jeune on lui annonce qu'il est dépressif. Ok, what else? Et là-dessus, voilà, c'est pas la seule application, vous en avez quand même pas mal de cet ordre-là. Après, top du top, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont mettre en effet super intuitif, très utile, nom, prénom, on va pas le louper, moi je voulais l'embaucher, j'ai donc été voir sur son profil Facebook, j'étais aussi sur son profil LinkedIn, je suis content de savoir que cette personne qui est étudiante à Montpellier est également dépressive, et le Crédit Agricole, je ne sais pas s'ils sont au courant, mais voilà, ce genre de choses, attention aux personnes fragiles, exposition de la vie personnelle et données sensibles. Très clairement, on parlait d'éducation, ça c'est notre rôle en tant que professionnel, en tant que praticien, d'avertir quand même, et j'ai juste pris la première. Alors, dans les recommandations, derrière on a été voir un petit peu le conseil scientifique, donc ça appartient à qui déjà le fait, donc c'est une application qui est proposée par le groupe SBT. Bon, on voit un petit peu les personnes qu'il y a derrière, notamment l'ancien maire de Lyon, enchanté. On a les autres applications que ce groupe génère. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire? Je vais prendre cette application, c'est gratuit, c'est bien noté, c'est la première. Personnellement, moi, en tant que quelqu'un qui va pas bien, j'y connais rien, je la prends. Sauf que si on gratte un petit peu, bon, c'est des données anonymes au serveur à des fins de recherche scientifique, ok. Seulement pour voir ça, il faut quand même télécharger l'application. Normalement, on est censé l'avoir avant. Le test, c'est un test de dépistage rapide basé sur 20 questions tirées d'échelle d'auto-évaluation la plus utilisée dans le monde. Mais laquelle? On ne sait pas. Et alors, l'ordre des questions est magnifique parce qu'il est toujours la même, sauf qu'il y a des moments, c'est bien de répondre positif et d'autres quelque chose de négatif. Et pour peu qu'on soit toujours le doigt au même endroit, on n'arrive pas forcément au même résultat. Et voilà, si j'ai ce score-là, veuillez, donc vous souffrez probablement d'une dépression, veuillez en parler à votre médecin ou un psychiatre le plus rapidement possible. Imaginez l'ado qui a ça. Bon, donc ça, c'est quand même, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, c'est une application suicidaire. Et d'ailleurs, un an après, c'est suicidé puisque l'application est fermée. Alors, quand j'ai présenté ça à un congrès il y a 2 ans de ça, j'étais très très embêté parce qu'en fait, il y avait des personnes dans l'assistance qui avaient utilisé cette application parce que justement leur enfant n'allait pas bien. Ils n'avaient pas pris du tout le temps d'aller voir tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, l'idée, c'est quand même d'adopter des bonnes pratiques. Alors, les labellisations aujourd'hui, malheureusement, à part DMD et Medapcare, mais Medapcare ne labellise plus depuis 2016. La HAS a fourni 101 bonnes pratiques. Écoutez, si vous avez le temps de lire les 101 bonnes pratiques, vous pouvez. Vous pouvez toujours aller regarder du côté des essais cliniques. Ça progresse, mais pas vite. Bon, je passe les niveaux de criticité. Les données. Alors, heureusement, aujourd'hui, on a le RGPD qui est mis en place. Quand même, sur les données de santé, on ne peut pas trop faire n'importe quoi. Juste à titre indicatif, il y a un hôpital au Portugal qui a dû payer 400 000 € d'amende parce que ces données n'étaient pas hyper bien protégées. Et là, je vois à peu près le même type d'amende. C'était sur une agence immobilière. Donc voilà, il y a des contrôles de la CNIL qui vont être de plus en plus présents. Et maintenant, on peut faire un peu moins n'importe quoi, surtout dans les données de santé. Il n'empêche que en 2015, selon c'est une étude, 35 applications recommandées par le service de santé britannique transféraient des données personnelles à qui on ne sait pas, c'est pas mentionné, et 2 tiers d'entre elles ne cryptaient pas les données. Bienvenue. Et je termine, et là c'est quelque chose qui me fait assez plaisir, c'est que l'APA a fourni quand même un certain nombre de recommandations qui ont été après diffusées par Psycom. Et voilà, quand on a une application,
chercher qui la finance, qui l'a développé, de quand date la dernière mise à jour, est-ce qu'il y a des achats intégrés, combien coûte l'appli, quelles sont les données personnelles collectées et partagées, est-ce qu'il existe une politique de confidentialité, les données sont-elles conservées sur l'appareil ou en ligne, est-ce qu'il est possible de refuser la collecte, l'application possède des cookies sur l'appareil, que prétend faire l'application, est-ce que son contenu s'appuie sur des études scientifiques publiées, peut-on trouver des commentaires des utilisateurs qui confirment son efficacité, est-ce que l'outil est certifié et labellisé. C'est fait beaucoup moins que les 101 recommandations de la HAS, et avec ça, déjà, ça peut vous donner, je dirais, une des premières indications. Et je termine par ça, les outils BI Santé, que j'acquiesce parfaitement, les outils BI Santé mentale sont un soutien potentiel, mais bien un soutien à l'amélioration et au maintien de la mieux-être et à la gestion quotidienne des troubles psychiques. En aucun cas, ils vous remplacent. L'usage des nouvelles technologies peut agir positivement sur les pratiques de soins et d'accompagnement. Les outils du numérique peuvent être une aide et un soutien qui vient compléter et non remplacer les interactions humaines nécessaires au parcours de soins, d'accompagnement et de rétablissement. Et une vigilance est nécessaire dans l'usage des outils de la santé mentale, mais pas que, car ils ne garantissent pas à tous des conditions suffisantes d'efficacité, de fiabilité, de sécurité et de confidentialité. Je ne peux qu'approuver et vous y encourager. Je vous remercie.